Et c'est moi qui vous remercie d'être ici pour cette rencontre. J'ai estimé en effet que la meilleure manière que j'avais de célébrer la mémoire de ma mère, c'était de continuer à faire mon métier, qui est ma passion, et le métier pour lequel elle était si fière. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas considéré que vous rencontrer aujourd'hui pour parler de cet ouvrage était une interruption dans la période de deuil de ma famille et moi-même de l'histoire. J'ai considéré que c'était en parfaite continuité avec ce qui correspond aussi à la vérité profonde de ce que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire célébrer la mémoire de ma mère. Pour ceux d'entre vous qui ont jeté un coup d'œil à mon livre qui a précédé celui-ci, qui s'intitule Le faveur de ma mémoire, vous savez que ce livre, pour l'essentiel, il y a beaucoup de choses dans le travaux, mais pour l'essentiel, c'était ma manière à moi de construire un château à ma mère, et je suis heureux qu'elle ait tenu entre ses mains avant d'être rappelée à Dieu. Merci infiniment de la minute de silence que vous avez observée et des prières que vous avez formulées pour de son âme à cette occasion. Je voudrais d'abord commencer simplement par des mots de remerciement. Vous me permettrez de commencer, ce n'est pas simplement protocolaire, par saluer la présence de M. l'ambassadeur de la République du Congo, Brazzaville, qui est mon ami, mon frère, Jean-Luc Akaye. J'avais lu qu'il a fallu que Gano vienne pointer du doigt la présence de Jean-Luc dans cette salle. C'est comme ça qu'il est. Il est d'abord et avant tout évidemment philosophe. Nous nous sommes connus en tant que philosophe. Nous sommes devenus amis en tant que philosophe. Et vous l'avez vu se faufiler simplement et venir s'asseoir de la manière la plus discrète qui soit. C'est sa manière à lui, c'est la manière des philosophes. Les véritables philosophes doivent se comporter de cette manière-là. Et Jean-Luc, je le remercie infiniment d'être venu. Donc je commence ensuite maintenant, puisque c'est le protocole républicain qui le demande, en te saluant au nom de M. l'ambassadeur de la République du Congo, M. le doyen de la Pasteur, mes chers collègues, mes chers amis, chers étudiants. Ceci n'est évidemment pas une conférence à proprement parler, puisque c'est la présentation d'un ouvrage. Cet ouvrage qui vient de paraître, qui est paru au mois d'avril, qui est paru là, et avec ce titre de Langue à langue, l'hospitalité de la traduction. Pour ceux d'entre vous qui sont familiers du chant, il y a un chant philosophique qui est surtout très fortement développé dans le monde anglo-saxon, aux États-Unis en particulier, le chant de ce qu'on appelle les translation studies, les études de traduction. En français, parfois on adopte le mot un peu technique de traducologie. Si vous voulez, c'est un secteur de réflexion qui se concentre sur l'acte de traduire. Que signifie, quand on considère la phénoménologie de la traduction, vous prenez un contenu qui a été pensé, créé dans une langue, vous le transférez dans une autre langue qui lui donne hospitalité. Que signifie cet acte que vous accomplissez? Quelle est la philosophie qu'il y a derrière? La traduction peut s'approcher de différentes manières et selon plusieurs disciplines. Vous avez dans ces études de traduction, dans ces réflexions sur la traduction, une approche qui est une approche que je dirais plus politique, une approche sociologique. Vous pouvez étudier la politique de la traduction, la sociologie de la traduction. Par exemple, vous menez des études pour savoir qu'est-ce qui se traduit. Dans quelle langue est-ce qu'on traduit le plus? À partir de quelle langue est-ce qu'on traduit le plus? Vous pouvez faire ces études-là, vous regardez les éditeurs aux États-Unis, en France, en Angleterre, en Chine, etc. Et si vous posez ces questions-là, ces questions sociologiques concernant la traduction, ce que vous allez réaliser, c'est évidemment ce que vous saviez déjà, intuitivement, mais au moins là, vous avez des instruments de mesure pour établir de manière factuelle, c'est qu'il y a une profonde inégalité entre les langues. C'est évident. Si vous
posez la question de la langue dans laquelle on traduit le plus, votre réponse ça va être langue. Dans la langue à partir de laquelle on traduit le plus, la réponse va encore être langue. Donc, de ce point de vue-là, il y a une hégémonie de l'anglais à tel point qu'on peut se demander si ce n'est pas la langue mondiale par excellence. Et ainsi, vous avez une classification des langues, et il est probable que dans cette classification, nos langues maternelles, dont parlait tout à l'heure le doyen Sorna, se trouveront au bas de l'échelle. Il y a l'école de sociologie en France, l'école de Bourdieu, que vous connaissez certainement, a produit des études très importantes dans ce domaine de la sociologie et de la politique de la traduction et des langues. Il y a en particulier un livre magnifique qui a été publié par une représentante de cette école, une ancienne étudiante de Pierre Bourdieu, qui s'appelait Pascal Casanova, qui malheureusement nous a quittés très jeune, il n'y a pas très longtemps, et son ouvrage principal avait pour titre La langue mondiale et pour sous-titre Traduction et domination. Et il avait fait exactement ce que je viens de dire, une étude sociologique de la traduction, où il avait établi que si on regarde la sociologie de la traduction, on se rend compte qu'il y a, selon sa terminologie, ce qu'elle appelle des langues hypercentrales, des grandes langues dominantes, des langues centrales, des langues moyennement dominantes si vous voulez, puis des langues périphériques. Et il est probable que nos langues sur notre continent font partie de ces langues périphériques. Et donc elle montrait que la traduction manifeste la domination de certaines langues par d'autres langues, d'où son sous-titre traduction et domination. Ça, c'est l'approche sociologique, c'est l'approche politique de ce que j'ai appelé tout à l'heure en utilisant l'expression anglo-saxonne pour cela, les translation studies, les études de traduction, la réflexion sur la traduction. Mais vous avez une autre approche. Vous avez l'approche de la philosophie de la traduction et de l'éthique de la traduction. Que signifie cette approche? Elle signifie que plutôt que de considérer de manière massive des questions du genre quelles sont les langues dans lesquelles on traduit le plus, quelles sont donc les langues dominantes, quelles sont les langues dominées, vous vous interrogez, vous mettez le zoom, si je puis m'exprimer ainsi, vous mettez le zoom sur l'opération même de traduction. C'est-à-dire, si vous laissez en dehors de la pièce, en dehors de votre bureau, les grandes questions de domination, les grandes questions de politique des langues, et vous regardez simplement le traducteur qui est en train de faire passer, mettons, la République de Platon, du grec au Wolof, ou du grec à l'anglais. Et vous vous demandez, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Quelle est la philosophie que je peux percevoir et lire dans le geste de traduire? Quelle est l'éthique qui habite celui qui décide qu'une langue, que ce qui s'est créé et pensé dans une langue, mérite de passer dans une autre langue pour s'adresser aussi à ceux qui parlent cette langue? Alors, si vous posez cette question, si vous faites une sorte de ce que mon ami Baloué, qui est phénoménologue, appellerait la phénoménologie de la traduction, vous vous en limitez à cette opération qui se passe entre deux langues, à ce geste que vous effectuez de mettre en contact deux langues. Là, vous vous demandez qu'est-ce qui se passe philosophiquement et quelle est la signification éthique de ce que je suis en train de faire. Parce qu'il y a une signification profondément morale, profondément éthique, dans le fait de dire je vais donner hospitalité dans ma langue, je vais accueillir dans ma langue quelque chose qui a été pensé et créé par un étranger dans sa propre langue, et ainsi je vais présenter à ceux qui parlent ma langue ce qui a été créé dans une autre langue. C'est un geste d'hospitalité. Et ce mot d'hospitalité pour caractériser la nature éthique, la nature morale, la nature philosophique de la traduction, c'est un concept qui a été utilisé par un grand philosophe français de la traduction, qui est Paul Ricoeur, que certainement beaucoup d'entre vous connaissent. Et donc, voilà
dans un premier temps, à grands traits, le paysage des translation studies, le paysage des approches conceptuelles de la traduction. Soit vous allez dans la direction de la sociologie, de la politique de la traduction, soit vous regardez dans une direction qui n'est pas contraire mais complémentaire, celle de l'éthique et de la philosophie de la traduction. Mon livre s'inscrit dans la philosophie et l'éthique de la traduction. Il est placé sous le signe de cette idée fondamentale qu'il y a un geste profond d'humanité et d'humanisme dans le fait de donner hospitalité dans sa langue à ce qui s'est créé dans une autre langue. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est la notion de traduction comme humanisme. Vous savez, nous sommes tous ici entre collègues qui avons été nourris par les humanités. Et je sais que le professeur Sopna nous vient des mathématiques, mais les mathématiques dans notre pays, dans le pays de Senghor, de Cheikh Anta Diop, de Cheikh Hamidou Kane, n'empêchent nullement tous ceux qui sont des gens de réflexion et des universitaires d'être d'abord et avant tout pétris dans les humanités. Vous connaissez tous donc la vieille parole humaniste, je suis humain et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Il est important de placer la traduction sous le signe de cette parole humaniste. Je suis humain et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. C'est précisément à cette parole-là que d'une certaine manière, de manière implicite, vous vous référez lorsque vous dites je vais donner hospitalité dans ma langue et donc présenter à ceux qui partagent cette langue ce qui a été créé par quelqu'un d'autre, parce que même si ce quelqu'un d'autre a créé ce qu'il a créé dans une langue étrangère, avec une expérience culturelle étrangère, avec une vision du monde étrangère, c'est un humain comme moi, et ce qui est humain ne peut pas m'être étranger, et c'est la raison pour laquelle je vais procéder à ce geste de traduction. Et donc, la traduction crée de la réciprocité. La signification éthique de la traduction, c'est d'être un pont, de créer de l'égalité, de la réciprocité, malgré, encore une fois, la distance culturelle qui sépare deux mondes, parce que vous en faites l'expérience, nous avons tous grandi en faisant des versions et des thèmes, et vous vous rendez bien compte que quand vous traduisez, par exemple, quand vous faites une version latine, vous traduisez un texte d'Ovide ou de Virgile en français, ce n'est pas simplement deux langues différentes, le latin et le français, ce sont deux mondes différents. Le monde de Virgile n'a rien à voir avec notre monde aujourd'hui. Et par conséquent, je suis désolé, je n'arrive pas. C'est mon ami Marie Cassi. Eh bien, ce que vous faites, ce n'est pas simplement l'opération technique de faire passer de la langue latine à la langue française, c'est aussi une opération, si vous voulez, de construction de pont entre le monde qui est le vôtre, le présent dans lequel vous traduisez, et le monde qui était celui du monde de Virgile, un monde peuplé de dieux, où les dieux se comportaient comme des humains, avec des passions, des colères, des joies, des amours, etc., etc. Et donc, ce que vous faites quand vous faites une traduction comme celle-là, c'est véritablement inviter ceux qui parlent votre langue à élargir leur expérience humaine en y faisant entrer un autre humain. Donc la traduction, c'est l'art de surmonter la distance qui peut séparer un humain d'un autre humain. Et c'est en cela que la traduction est un humain. C'est la raison pour laquelle j'ai ouvert mon livre sur une introduction où j'évoque, pour ceux d'entre vous qui l'ont déjà lu dans le livre, où j'évoque une scène extraordinaire que nous avons tous vue sur les écrans de nos télévisions. Et cette scène, c'était la scène
scène, c'était le moment où l'actuel président des États-Unis, Joe Biden, et l'actuel vice-président Kamala Harris ont prêté serment sur l'esplanade du Capitole à Washington. Et vous vous en souvenez, l'une des scènes majeures de ce moment de prestation de serment, ça a été la lecture de ce poème magnifique de Hillary Climb, La colline de traduction, qui a été récité par cette jeune poétesse noire, Amanda Gorman. Et ça a été un moment tellement fascinant que le monde entier a voulu traduire le poème que Amanda Gorman avait lu ce jour, avec cette cadence particulière qui est la cadence du slam. Beaucoup d'entre vous ont l'âge de connaître infiniment mieux que les autres qui avons dit ce que c'est que la cadence mélodique du slam. Et c'est vrai que c'est un rythme qui se prête parfaitement à certains poèmes, dont le poème ce jour-là de Amanda Gorman. Et donc, il y a eu des éditeurs dans le monde entier, et ceci me ramène à la sociologie de la traduction. Les éditeurs dans le monde entier ont décidé de traduire et de publier quelques poèmes de Amanda Gorman. Comme vous le savez, un éditeur néerlandais a décidé, comme d'autres éditeurs, de procéder à cette traduction et il a demandé à une jeune poétesse hollandaise d'être la traductrice du poème de Amanda Gorman et d'autres poèmes de Amanda Gorman. Vous connaissez cette histoire. Et là-dessus, il y a eu une controverse absolument énorme et qui a été d'ailleurs très fortement amplifiée par les réseaux sociaux, parce que vous le savez aussi, les réseaux sociaux, c'est une caisse de résonance extraordinaire quand il s'agit de polémiquer et de contribuer dans la controverse. Et qu'est-ce que c'était la controverse? Elle avait été soulevée par une jeune femme, poétesse elle-même, et qui travaillait dans le secteur de l'édition, qui était traductrice, et qui avait dit la chose suivante: pourquoi confier la traduction d'une poétesse noire à une poétesse hollandaise qui n'est pas noire et blanche? Il aurait fallu confier cette traduction peut-être à une femme noire, donc une femme, il fallait qu'elle soit noire, et l'idée étant que si elle était femme et noire, elle partageait l'identité de Amanda Gorman qu'il s'agissait de traduire. Et ça a été une grande controverse aussi, mais enfin, jusqu'à présent, les éditeurs demandaient à les traducteurs de traduire des textes, et on se met maintenant à regarder les identités de ceux qui sont traduits, les identités de ceux qui traduisent, et on essaie de faire une sorte de relation entre ces identités, avec l'idée que vous ne pouvez bien traduire quelqu'un que si vous partagez l'identité apparente de cette personne. Et donc j'ai ouvert mon texte sur cela, parce que ça posait le problème qui était le mien dans ce livre. Et ce que j'ai dit, c'est la chose suivante. Faisons la part de la politique et de la sociologie de la traduction. Effectivement, si vous avez en Europe aujourd'hui des minorités noires, des afro-descendants, par exemple, qui se trouvent en Europe et qui sont parfaitement bien formés dans tous les différents secteurs, il est absolument important, politiquement et moralement, de faire en sorte que ces minorités soient parfaitement intégrées dans les structures économiques du pays. Et donc, évidemment, il faut que les minorités dites visibles, ou les minorités issues de l'immigration, comme on dit en France, soient fortement représentées dans le système de l'édition, dans l'industrie de l'édition et dans le secteur de la traduction. Donc, effectivement, il faut donner du travail, il faut donner des traductions à cette minorité visible. Mais cela étant dit, si la seule justification que vous avez, c'est de dire que pour traduire quelqu'un, il faut avoir à peu près la même identité que ce quelqu'un, vous n'avez rien compris à la signification de la traduction. Et donc, cela, c'est un principe qu'il fallait tenir ferme, et c'est le principe sur lequel mon livre est construit.
précisément ce que fait la traduction, c'est reconnaître l'écart, c'est reconnaître la distance, c'est reconnaître le fait que la traduction est une opération qui, en principe, devrait être impossible. Parce que passer d'un monde à un autre, c'est quand même un acte a priori impossible. Et tout l'art de la traduction, c'est de rendre possible ce qui est impossible. De comprendre qu'il y a une distance infinie entre le monde où je vis et dans lequel je traduis Virgile et le monde dans lequel Virgile vivait. Et la condition de réalisation optimale de ma propre traduction, c'est de mesurer d'abord cette distance afin que par un geste d'empathie, un geste de sympathie, un geste humaniste, je puisse maintenant construire un pont qui va annuler cette distance. Mais si vous dites, je dois être le traducteur d'un tel, parce qu'il n'y a presque pas de distance entre un tel et moi, vous n'avez pas compris ce que signifie la traduction. Et donc, voilà toute la signification de la réflexion que j'ai essayé de mener dans cette livre. En disant que les relations entre les langues sont des relations qui expriment ce qu'il y a de profondément humain et de profondément humaniste dans le geste de traduire, dans le geste d'abolir une distance, en faisant reposer ce geste sur la parole humaniste. Je suis humain et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Ça veut dire, dans le cas précis que je viens de dire, si je dis cela, je vais dire, puisque je suis humain et que ce qui m'a touché dans le poème de Amanda Gorman, c'était l'expression de la condition humaine que nous partageons, rien de son expérience ne m'est étranger, même si je ne suis pas une femme. Et voilà la signification, me semble-t-il, qu'il faut donner à la notion de traduction. Évidemment, quand vous traduisez, vous faites toujours l'expérience de l'intraduisible. Il y a des choses intraduisibles parce qu'elles ne dépendent pas seulement de la technique et de la compréhension d'une langue. Si, par exemple, dans notre conversation, je me mets à donner l'exemple de quelqu'un que je ridiculise un peu, en vous disant, ah oui, mais je sais bien qu'il est gourmand comme peut l'être Madame Balia. Si je dis ça, vous ne connaissez pas Madame Balia, mais étant sénégalais, vous allez tous comprendre que j'ai un fils de ma tante qui s'appelle Madame Balia. Parce que dans notre culture, nous nous moquons ainsi de nos cousins, fils de notre tante. Donc, même si vous ne connaissez pas mon cousin As, vous savez que je suis en train de vous moquer. Alors, essayez maintenant de traduire cela. Essayez de traduire cela pour quelqu'un qui est à côté de vous en vous disant, mais quel est ce Madame Balia, est-ce que c'est un drame de etc. Vous êtes obligé de faire toute une périphrase pour lui expliquer que vous ne connaissez pas Madame Balia, mais que vous pouvez pourtant lui expliquer que si Bachir en parle, c'est que probablement il a un fils de sa tante qui s'appelle Madame Balia. Et donc, tout cela est intraduisible, mais vous allez faire l'effort de le traduire. C'est-à-dire que ce que vous ne mettez pas, par exemple, dans le texte, vous allez le mettre en note de bas de page, vous allez utiliser toutes les formes de paratexte possibles et imaginables, et ce sont toutes ces techniques de traductologie que vous allez mettre en œuvre pour essayer autant que possible de surmonter ce qu'il y a de toujours intraduisible dans la traduction. L'intraduisible ne sera jamais supprimé. Parce que traduire, ce n'est pas simplement passer d'une langue à l'autre, c'est passer d'un monde culturel à un autre monde culturel. Et ceci est presque impossible. Et donc, vous n'arrêtez pas de négocier avec l'intraduisible, de le réduire encore et encore, tout en sachant que vous ne pourrez jamais profondément et absolument l'éliminer. L'intraduisible fait partie de la traduction. Et donc, pour résumer sur ce premier grand chemin, mon livre est un éloge de la traduction, et la raison pour laquelle je fais cet éloge de la traduction, c'est que je trouve que la traduction est la meilleure manière de manifester l'humanisme. Et ceci, même en situation d'asymétrie totale. Même dans une situation où vous avez une langue dominante et une langue dominée, si vous effectuez un acte de traduction dans ces deux langues, vous les mettez à égalité.
dans l'éthique de la traduction, il n'y a plus de domination linguistique, il y a une égalité des langues. Et c'est en cela que la traduction crée de la réciprocité. Et pour essayer de le démontrer, j'ai pris les situations les plus asymétriques possibles. La distance la plus grande possible entre deux langues et donc entre deux mondes. Et c'est la raison pour laquelle le premier chapitre de ce livre parle d'une expérience de pensée, une expérience philosophique. Ceux d'entre vous qui êtes familiers de la philosophie analytique connaissez bien cette expérience de pensée. C'est l'expérience dite de traduction radicale de Quine, du philosophe américain Quine. Quine a imaginé la situation suivante. Il dit, j'imagine un ethnolinguiste qui arrive dans une tribu étrangère et aucune possibilité d'avoir un point commun entre la culture dont il provient lui-même et la culture qu'il trouve sur place. Ça veut dire qu'il n'y a absolument aucune communauté linguistique possible. Ce sont des langues absolument étrangères. Et il est arrivé là, livré à lui-même, et il doit construire un lexique de traduction entre sa propre langue anglaise et la langue de l'indigène. Vous ne pouvez pas imaginer distance plus grande entre une langue et une autre. Et Quine imagine que l'ethnolinguiste va se dire, ok, la seule chose que j'ai à ma disposition, c'est le fait que nous partageons, l'indigène et moi, nous partageons les mêmes stimuli, nous voyons les mêmes choses. Et je vais lui demander de verbaliser chaque fois qu'il voit quelque chose. Donc, pour ceux d'entre vous qui êtes familiers du texte de Quine, vous savez que l'exemple qu'il prend, c'est l'exemple de Gavagai. Il dit, un lapin apparaît et mon interlocuteur dit Gavagai. Mais Gavagai, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être, tiens, un lapin. Ça peut être, ah, chouette, nous avons un dîner ce soir. Ça peut être, encore une fois, vous n'êtes pas sûr. Probablement, Gavagai voudra dire lapin dans sa langue, mais ce n'est pas certain, parce que vous pouvez parfaitement imaginer que dans cette situation-là, il s'est dit, ça va être ça mon dîner. Donc Gavagai signifiera dîner, et pas lapin. Et donc, vous avez toutes ces possibilités que vous allez essayer de réduire au fur et à mesure. Autrement dit, il vous faut à un moment donné trouver la manière dont l'indigène va dire oui ou non. Vous avez besoin de son assentiment. Et donc, en l'interrogeant, vous avez besoin de déterminer ce qui est assentiment chez lui et ce qui est négation. Et vous ne pouvez pas non plus vous fier à ce qu'on appelle le body language, simplement le langage du corps. C'est vrai que dans la plupart des cultures, si je fais ceci, vous dites qu'il a dit oui. Si je fais ça, vous dites qu'il a dit non. Mais ce n'est pas toujours vrai. Vous savez que j'ai des amis iraniens. Les Iraniens font ça pour dire non. Et donc, l'idée même que le body language, que le langage du corps est universel, vous ne pouvez pas compter là-dessus. Et donc, c'est tout un travail de savoir comment l'autre dit oui et comment l'autre dit non. Mais une fois que vous avez la manière dont il dit oui et qu'il dit non, vous avez la possibilité de reconstruire logiquement son langage. Parce que ceux qui ont eu qui ont suivi le cours de logique de l'ICAD savent que si vous avez un des connecteurs binaires et que vous avez le oui et le non, c'est-à-dire le vrai et le faux, le 1 et le 0, vous avez la possibilité de reconstituer tous les autres connecteurs et vous avez un système logique complet. Donc si vous faites pas à pas cette démarche qui consiste à regarder la manière dont votre interlocuteur répond aux stimuli et que vous avez déterminé la manière dont il dit vrai ou faux, vous avez effectivement, si vous avez suffisamment de patience, la possibilité de construire un lexique de traduction de la langue de l'indigène dans votre propre langue. À condition que vous partagiez la même logique. Parce que tout ce que j'ai dit jusqu'à présent suppose que vous avez la même logique. Vous ne pourrez le traduire, même si vous ne connaissez pas sa langue, que si vous avez la même logique, c'est-à-dire si tous les deux,
vous admettez le principe d'identité, une chose est elle-même, A égale A. Le principe de non-contradiction, une chose ne peut pas être elle-même et son contraire en même temps et sous le même rapport. Et le principe de tiers exclu. Ça veut dire qu'entre deux choses, entre deux hypothèses, il n'y en a qu'une. C'est vrai ou c'est faux. Parce que si vous avez trois possibilités, vrai, faux, ou peut-être, ou zut, etc., là aussi vous ne en sortez pas. Par conséquent, la condition de base de la traduction, c'est l'idée que vous avez la même logique parce que vous avez en partage la même humanité. C'est l'idée que avoir la même condition humaine, être humain ensemble, c'est partager la même logique. Ça n'a l'air de rien, ça a l'air d'être évident, mais ça n'était pas évident. Rappelez-vous les Vibrunes. Les Vibrunes a estimé que le monde européen était un monde construit sur la logique. C'était le monde de la raison avec R majuscule, c'était le monde de la logique avec L majuscule, et c'était le monde où régnait le principe d'identité, le principe de contradiction, le principe de tiers exclu, et que le reste de l'humanité, les primitifs comme on les appelait à l'époque, eux baignaient dans une mentalité primitive qui était une mentalité pré-logique avec les Vibrunes. C'est-à-dire une mentalité indifférente au principe de contradiction, précisément. Et donc, ce que l'expérience de Quine montre, pour la résumer, c'est à la fois la possibilité d'une traduction même en partant de zéro. Même si vous n'avez aucun lien en commun, il suffit que vous fassiez le pari que vous avez la même logique pour que la traduction puisse, avec quelque patience, s'effectuer et se réaliser. Et donc, voilà un exemple qui vous montre ce que signifie que la traduction est un humanisme. C'est que vous pariez dans la traduction, vous pariez sur l'humanité de l'autre, vous pariez sur une humanité partagée qui, dans le cas d'espèce, prend la forme d'une logique partagée. Et c'est donc cette expérience de la traduction radicale qui me semblait la meilleure manière d'ouvrir ce qui est probablement l'un des chapitres les plus difficiles de mon livre, parce que ce livre-ci est difficile que le tableau de ma mémoire. Voilà, c'est donc la raison pour laquelle j'ai commencé par la traduction radicale en disant, même dans deux langues aussi radicalement séparées, la traduction demeure toujours possible. La construction d'un pont entre vous demeure toujours possible parce que vous êtes humain et rien de ce qui est humain ne vous est étranger. Et dans ce même chapitre, d'ailleurs, je me